Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui cette fois-ci va être consacrée à la politique de l'environnement de Georges Pompidou. Alors ce numéro des rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou fait écho au colloque d'octobre dernier en partenariat avec le comité d'histoire du ministère de la Transition écologique dans le cadre de son 50e anniversaire et à la mémoire de son Premier ministre, Robert Poujade. Pour en parler, nous recevons donc aujourd'hui avec plaisir Bettina Laville, grande spécialiste des questions environnementales. Vous êtes énarque, conseiller d'État honoraire, présidente et fondatrice du Comité 21, directrice de rédaction de la revue transdisciplinaire Vraiment durable. Vous avez été également directrice de cabinet de Brice Lalonde et conseiller à Matignon, puis à l'Élysée, en charge du développement durable, de plusieurs rapports sur l'environnement, en particulier lors du Grenelle de l'environnement et de la conférence environnementale, et vous êtes l'auteur de nombreux articles dans ce domaine. Alors vous avez notamment publié en 1996 Villette Amazon, La machine ronde en 2002, Développement durable, aspects stratégiques et opérationnels en 2011, Quelles solutions contre le réchauffement climatique en 2015, et enfin en 2017, L'adaptation au changement climatique, une question de société au pluriel. Alors, j'ai à ma droite notre grand témoin aujourd'hui, Jean-François Saglio. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Georges Pompidou. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique et de l'école nationale des mines. Parmi les jalons importants de votre carrière, qui est si longue que nous aurions beaucoup de... ça serait trop long pour l'évoquer ici. Je m'attacherai à rappeler que dès 1969, vous êtes auprès de Georges Pompidou chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République, spécialisé dans les problèmes de l'éducation nationale. Et en 1973, vous prenez la direction de la prévention des pollutions et des nuisances au nouveau ministère de l'Environnement. En 1978, vous êtes délégué à la qualité de la vie, puis de 1979 à 1981, président directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne. Vous êtes également un ancien président d'Air Parif. Et puis Renaud Bécaud, vous êtes aujourd'hui notre historien invité, donc vous êtes maître de conférence à Sciences Po Grenoble. Vous êtes également président de la Ruche, qui est un réseau national universitaire de chercheurs en histoire environnementale. Et vous êtes spécialiste donc de l'histoire de l'environnement et de l'histoire sociale du monde du travail au XXe siècle. Alors votre thèse a été soutenue en 2015 et portée sur la mutation des préoccupations environnementales au sein des organisations syndicales de salariés dans la France d'après-guerre et jusqu'aux années 80. Et vous avez participé à deux postdoctorats, Histoire des impacts écologiques et politiques d'aménagement du territoire et l'action publique en matière de gestion des risques naturels. Vos travaux plus récents portent sur l'histoire de l'articulation des enjeux de santé au travail et de santé environnementale. Donc vous êtes tous les trois à votre façon très bien placés pour évoquer aujourd'hui l'environnement, ce mot médiéval, si j'ai bien mes recherches sont exactes, passé outre-Manche, est revenu vers nous dans les années 60, chargé des enjeux qui commençaient à émerger et au cœur de tous les débats, quel que soit le secteur concerné. On le verra, c'est un domaine transversal de l'action publique. Alors pour commencer, peut-être pourrions-nous revenir sur les origines du ministère de l'Environnement, mais surtout sur une éventuelle pensée environnementale de Georges Pompidou. Quelles sont les impulsions initiales, quelles sont ses références? Bettina Laville, est-ce que vous pourriez amorcer ce débat? Bonjour, d'abord, écoutez, je pense que finalement Jean-François Saglio serait plus à même que moi de l'évoquer. Et finalement, d'ailleurs, en réécoutant ces titres que je connais bien, je trouve qu'il incarne quelque chose qui, chez Georges Pompidou, était très passionnant et qui est non pas une contradiction, mais une complémentarité, c'est-à-dire, en fait, l'industrie et la protection de la nature, puisque Jean-François a été directeur général de l'industrie et directeur au ministère de l'Environnement. Et puisque vous évoquez, et ça a été évoqué effectivement dans le colloque que vous mentionniez, le discours de Chicago, moi, ce qui me frappe dans ce discours, c'est deux choses. C'est à la fois la coexistence
de l'industrialisation, et on sait que Georges Pompidou a été vraiment un industriel, un président industriel, si j'ose dire, et la science, la technique, qu'il évoque beaucoup dans ce discours, en terminant le discours d'ailleurs par la conquête spatiale, on est vraiment à ce moment-là, et donc ça c'est très prégnant, et en même temps des notions extrêmement modernes de, j'ai envie de dire, fragilité. D'ailleurs, il conclut le discours en parlant justement, quand on regarde la Terre à partir de l'espace, de cette île qui est notre Terre perdue dans l'immensité, je crois que je cite à peu près exactement, mais ce qui est très très frappant, c'est qu'il parle de la fragilité de la nature, il parle aussi de la nécessité de la conservation. Le mot y est, alors évidemment il est aux États-Unis, qui est un grand pays de conservation de la nature. Et donc, en fait, il a manifestement les deux sensibilités. Et ce qui est très frappant, c'est qu'ensuite, les deux sensibilités se sont opposées tout le temps. C'est-à-dire que vous aviez les partisans du progrès. Lui, il cite le progrès d'ailleurs, voilà. Mais il cite le progrès côté scientifique, mais il ne le met pas en opposition. Et cette modernité, moi, me frappe beaucoup jusqu'au volet international, puisqu'à un moment donné, il dit « Jamais nous n'arriverons à protéger cette terre si nous ne coopérons pas sur le plan international ». Il a dans la tête, puisqu'il fait référence à l'accueil du président des États-Unis, la coopération spatiale, la coopération technique, mais évidemment pour nous, et il faut bien dire aussi pour lui, parce qu'on est juste avant la conférence de Stockholm, on est 2 ans avant la conférence de Stockholm, et donc c'est la coopération multilatérale, et c'est ce qui a fait faire... on se plaint qu'il n'y a pas assez d'avancées, mais c'est ce qui a fait faire des progrès dans la protection de l'environnement, c'est la coopération onusienne et l'ensemble des conventions. Oui, tout à fait. Alors Jean-François Saglio, quel souvenir avez-vous peut-être de ce discours, éventuellement de ce premier élan justement entre industrie, progrès, industrie, technologie, environnement, et puis éthique aussi de l'environnement? Je dois dire que dans la protection de l'environnement, je m'étais impliqué beaucoup plus tôt. Je suis ingénieur de formation, donc j'aime les choses qui fonctionnent, qui sont au carré, et avec des objectifs précis, on sait à peu près où on va. Et un domaine m'avait passionné, c'était celui de la protection des eaux. Et à partir des années donc 1960, la protection des eaux en France, c'était une véritable pagaille. On ne savait plus qui devait faire quoi, qui devait aller où, etc. Et donc ça a été, je m'y suis beaucoup attaché, ça a été beaucoup mon domaine, jusqu'au moment où j'ai pu l'élargir un peu à d'autres domaines, donc à partir de 60 jusqu'en 70. Alors quand vous parlez de Pompidou, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ce discours et dans les interventions du président, c'est l'apparition de la morale. L'apparition de la morale, pourquoi? Parce que nous ne savions pas pourquoi nous faisions tout ça. Pourquoi diable est-ce qu'on allait protéger l'environnement? À quoi ça pouvait bien servir? À quoi ça pouvait bien servir d'avoir des rivières plus propres, d'avoir un peu moins de bruit, d'avoir un peu moins d'ordures, etc. Et tout cela devait être sous-tendu par une seule obligation qui était une véritable obligation de vivre ensemble et de respecter la nature sur laquelle nous étions. C'est-à-dire une obligation morale à laquelle on ne pouvait pas vraiment fixer de limites, sinon des limites de bonne volonté et de bonne volonté réciproque. Et ça, cela m'avait beaucoup frappé. Disons, c'est finalement, je trouve enfin, une espèce d'orientation collective pour notre action. Oui, c'est ce que vous soulignez, donc cette éthique de l'environnement. L'éthique de l'environnement, la morale, oui. Non, la morale de l'environnement. La morale de l'environnement. C'est plus fort que l'éthique. Oui, tout à fait. Et alors, Renaud Bécaud, si on resitue un petit peu dans le contexte politico-international de l'époque, cette vision politique de Georges Pompidou, est-ce que ça parle et comment ça se traduit très rapidement avec la création du ministère, en fait, d'un ministère de l'Environnement? Pour resituer un peu, alors il y a déjà beaucoup d'éléments, d'informations qui ont été donnés sur le discours de Chicago. C'est important, je pense, de s'attarder un peu sur ce discours-là parce que c'est devenu un mythe. Et il y a 3 points qui me semblent importants. D'abord, distinguer l'histoire de ce discours-là du mythe qu'il est devenu, parce que finalement le discours de Chicago, quand il est prononcé, quand on regarde les archives de la presse française de l'époque ou les discussions politiques qui peuvent avoir lieu autour de la visite de Georges Pompidou aux États-Unis, qui dure plusieurs jours en 1970, le discours de Chicago est très peu cité.
Par exemple, dans Le Monde, il y a des extraits du discours qui sont retranscrits, mais il y a peu de commentaires journalistiques du sens que doit prendre ce discours. Et quand le bilan est fait de la visite de Georges Pompidou aux États-Unis, après plusieurs jours de visite, le discours de Chicago n'est pas du tout retenu à l'époque. Donc ce n'est pas un discours qui marque sur le moment, il va être simplement repris beaucoup plus tard et réinvesti politiquement. Par exemple, en préparation des élections municipales de 1977, Jacques Chirac reprend notamment la notion de morale de l'environnement pour sa campagne municipale à Paris et réinvestit un peu et participe à la construction du mythe politique autour de ce discours de Chicago. Alors après, même si ça ne marque pas sur le moment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, évidemment. Et le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que si ce discours arrive à ce moment-là et est fait aux États-Unis, c'est qu'il y a un contexte international de discussion sur l'environnement, on a commencé à en parler, et en particulier les notions que met en avant Pompidou dans ce discours-là sont très liées à toute une série de discussions qu'il y a dans les organisations internationales au cours des mois précédents, et en particulier depuis le début de l'année 1969, plusieurs organisations internationales ont institué des comités sur ce qu'ils appellent les problèmes de la société moderne. Donc c'est le cas en particulier au sein de l'OCDE, où le secrétaire général, dès février 1969, a fait un rapport sur les problèmes de la société moderne. Ce qu'il recouvre sous ce terme un peu général, un peu flou, c'est l'ensemble des motifs qui ont amené à des contestations de la jeunesse, en particulier au cours des années précédentes. Donc ça peut être lié à des questions environnementales, ça peut être lié aux questions de conflits internationaux autour de la guerre du Vietnam, par exemple. Ça peut être lié à la critique d'un modèle consumériste. Donc toutes ces questions-là sont recouvertes sous ce terme, et c'est par là que les questions environnementales vont être davantage problématisées au sein des organisations internationales en préparation de ce qui deviendra le sommet de l'ONU de Stockholm. Donc c'est le cas à l'OCDE, c'est le cas au sein de l'OTAN aussi, où à la fin de l'année 1969, un comité sur les problèmes de la société moderne est créé, où on commence à parler de nuisances industrielles notamment, avec l'idée que dans un contexte où la guerre froide c'est un petit peu apaisant, on est dans un contexte de dégel, eh bien l'OTAN pourrait trouver d'autres fonctions que simplement une fonction de défense militaire, et que la réflexion sur les questions d'environnement pourrait être importante. À l'échelle européenne aussi, le sommet des chefs de l'État de décembre 1969 évoque ces problèmes de la société moderne, et donc tout ce contexte international amène Georges Pompidou à se positionner sur ces questions appelées problèmes de la société moderne, qui recouvrent en partie les problèmes environnementaux. Et s'il le fait aux États-Unis plus qu'ailleurs, je vais terminer là-dessus, s'il le fait aux États-Unis plus qu'ailleurs, c'est parce qu'au début du mois de février 1970, le président Nixon a fait un message auprès du Congrès américain, une adresse auprès du Congrès américain, ce qu'on appelle les 37 points, où il évoque la possibilité d'une politique environnementale américaine qui va amorcer la création de l'EPA, donc l'Agence américaine pour l'environnement, et qui amorce aussi une politique internationale en matière d'environnement pour les États-Unis en préparation du sommet de Stockholm. Et comme vous dites, c'est une vision d'ensemble parce que c'est inclus chez lui dans un discours sur une crise de civilisation, 68, post-68. Chez le général de Gaulle aussi, il y avait quelques éléments d'analyse sur cette crise de civilisation. Et en fait, c'est vrai que c'est une lecture à comprendre. D'ailleurs, avant le discours de Chicago, il est à San Francisco, il s'adresse au milieu étudiant, universitaire, donc qui est voilà. Donc on est véritablement dans ce contexte. Alors concrètement, alors la création de ce ministère, Bettina Laville avec Robert Poujade en janvier 1971. Quel éclairage vous souhaiteriez apporter sur les hommes, sur la tentative, l'essai de créer une politique publique dans ce domaine? Peut-être pas facile à l'époque. Alors là aussi, c'est un peu sous l'autorité de Jean-François Saglio qui y était, entre guillemets. Mais moi, ce que je retiens de cela, c'est qu'il y a eu, dans la création de ce ministère, d'abord, on a un peu cherché le ministre Robert Poujade, qui a été un très très ministre de l'Environnement, au-delà du fait que ça a été le premier, n'a pas été choisi tout de suite. Et puis finalement, ça l'intéressait. Voilà. Ce que je crois, c'est qu'en fait, il y avait deux équipes. La première équipe, c'était des gens qui avaient déjà compris l'enjeu environnemental. Et vous me permettrez de citer celui qui, moi, m'a éclairé dans les premiers pas environnementaux qui se sont passés à partir de 82, c'est Serge Antoine. Enfin, ça, c'est évident.
qui a été d'ailleurs le premier président du comité 21. Quand je l'ai créé, je lui ai demandé d'être le premier président, et qui a été un acteur absolument considérable, un artisan de Stockholm, et il était entouré d'un certain nombre de gens qui avaient vraiment une très bonne connaissance. En fait, c'était un petit réseau, particulièrement européen d'ailleurs, qui a créé Stockholm, qui a fait Stockholm, et qui a donné immédiatement au ministère de l'Environnement, lequel n'est jamais arrivé à cause du Quai d'Orsay à avoir la reconnaissance internationale, qui lui a donné tout de suite une dimension internationale. Alors, il y avait aussi beaucoup de jeunes, et je citerai évidemment Michel Barnier, je veux dire, qui faisait partie de ce cabinet, qui était très jeune et très très engagé politiquement, et qui du coup a été un des premiers hommes politiques à faire un livre sur l'environnement 10 ans après à peu près. Et puis il y avait évidemment des techniciens et des gens qui connaissaient très bien l'eau, connaissaient très bien les déchets, etc. Donc immédiatement, ce ministère a eu 3 faces, c'est-à-dire que un ministère technique, parce que l'environnement c'est technique, les problèmes doivent être résolus de manière scientifique et technique. Deuxièmement, un horizon international, parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières, etc. Et troisièmement, un aspect politique, et on est aujourd'hui, comme nous parlons aujourd'hui, nous allons avoir la constitution du gouvernement prochainement, on en est encore là, c'est-à-dire quelle est la signification politique du périmètre du ministère? Et là, tout au début du ministère de l'Environnement, c'était un petit ministère. Moi, je voudrais dire que c'était un petit ministère. Moi, je l'ai connu, quand je suis sortie de l'ENA, 6-7 ans après, en l'occurrence, je l'ai connu, alors je n'y étais pas, j'étais ailleurs, mais je l'ai connu comme correspondant, et c'était un ministère qui avait eu très peu de moyens, et c'est un grand échec depuis 50 ans que nous n'ayons jamais pu faire un corps du ministère de l'Environnement. Et ça, croyez-moi, le corps des mines et le corps des ponts a veillé à ce qu'il n'y ait jamais de corps du ministère de l'Environnement. On a essayé avec Brice Lalonde et on n'y est jamais arrivé. Il y a eu un essai pendant le Grenelle, on n'y est jamais arrivé. Tous les ministres de l'Environnement ont dit qu'il en fallait un et les grands corps ont complètement arrêté. Et donc il y avait, du coup, pour pallier ces lacunes, ce qu'on appelle, horrible mot aujourd'hui, des contractuels, mais qui étaient des contractuels absolument passionnants, parce qu'ils venaient de la société civile et ils apportaient leur spécialité et leur expérience ensemble à l'administration française. Et aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que quand on dit parfois que l'administration de l'environnement est un peu éloignée des problèmes de la société civile ou des associations, et qu'il y a un fossé de plus en plus important entre les associations militantes, c'est parce que vous n'avez plus ces gens-là qui alimentent le ministère de la société civile. Ils alimentent un peu plus, et encore, les collectivités locales. Donc, si vous voulez, le ministère, une très très grande création, qui était quand même en avance par rapport à d'autres pays. Il y en avait déjà ailleurs, mais très peu. Bon, qui a inspiré en plus, parce que c'est encore l'époque où nous inspirions l'Afrique, qui a inspiré la création de ministères peu à peu dans le continent africain, même dans le continent asiatique et dans certains pays européens. Donc ça a été important, mais un ministère déjà hybride et déjà compliqué, jamais complètement reconnu. Et voilà, on en est à se poser le problème de savoir si le Premier ministre va être en même temps ministre de l'Environnement, comme Nicolas Hulot, il y a une dizaine d'années, avait posé le problème. Et ça traverse les 50 ans. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu, et puis les dénominations qui ont changé plusieurs fois, même le cadre de vie, la qualité de la vie. Jean-François Saglio, comment vous avez vu ou vécu cette hybridité, cette espèce de construction de choses qui s'est faite comme ça sur le plan politique, administratif? Plusieurs choses, un point en vrac. La première, c'est que les changements de dénomination ont tendance à me faire rire. J'ai l'impression, quand arrive un nouveau ministère avec une nouvelle dénomination, que, faute de pouvoir annoncer quelque chose de structuré, on change de nom, on change de mot, et puis on espère que ça passera vis-à-vis de l'opinion publique. Je crois qu'elle n'y croit pas, et tout ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, revenons-en aux choses qui ont un peu plus de sens. Il y a toujours eu au ministère, comme le disait Bettina à juste titre, heureusement une tendance politique forte qui voulait essayer de réinjecter ou de ramener ou de renforcer
chez tous les acteurs du ministère, cette réflexion morale sur les limites de l'action, sur les raisons de l'action en général, et qui, je dirais en Europe en tout cas, m'apparaissait comme le seul endroit où on le faisait véritablement par rapport aux autres pays. À côté de ça, toute une fraction du ministère dont je faisais partie comme ingénieur de formation et qui était là avec des objectifs, qui essayait de rendre des objectifs aussi clairs que possible. L'eau, ça sera ça, les déchets, ça sera ça, etc. Et nous avions, pendant un moment, j'ai eu donc ces différents domaines, plus un certain nombre d'autres, le bruit, etc. Et pour lesquels je m'étais efforcé d'afficher des objectifs clairs, fixés, datés dans le temps, et avec des coûts en disant ça, on doit pouvoir y arriver. Et en même temps... Planifier, si je planifier, c'est ça, mais planifier sans hésiter. Alors là, planifier avec tout ce que ce mot peut avoir de hideux, et ça m'était bien égal. Et c'était parce que c'était la seule façon de parler à nos interlocuteurs qui autrement avaient des arguments assez musclés. Alors, que dirais-je de la solidité du ministère par rapport aux autres ? Moi, je la mesure par une chose, c'est les arbitrages. Et j'observe que quand Poujade a été aux affaires, on n'a jamais raté un arbitrage. C'est-à-dire, chaque fois qu'on est monté chez le Premier ou chez le Président, alors pas trop chez le Président, mais surtout chez le Premier ministre, l'arbitrage ne montait pas plus haut, le ministre qui était en position d'opposition avec nous, prenait une gamelle. Et donc ils avaient fini par en prendre un peu l'habitude et en même temps le craindre. Et ça, c'était très très important pour la suite des opérations. Avec tout ça, est-ce que ça fait quelque chose de structuré, de compris ? Je suis pas sûr, parce qu'au bout de quelques années, est-ce que vraiment on peut dire que la morale de l'environnement, que l'obligation, l'impérieuse, comment est-ce qu'on dirait, l'impérieuse obligation de contribuer à... L'ardente obligation. L'ardente, merci. Merci Bettina. Je vois chez vous une vieille gaulliste. Hein. L'ardente obligation de la protection de l'environnement n'était pas véritablement devenue quelque chose de spontané, de naturel dans l'ensemble de la fonction publique. En est-il maintenant un peu différemment ? Je ne sais pas. Peut-être un peu, en tout cas pour les bases. D'accord. Renaud Bécaud, concernant juste cette structuration du ministère, au début, comment vous pourriez un petit peu situer les choses, les équipes, l'organisation, les difficultés ? Au tout début du ministère, c'est-à-dire à partir de sa fondation en 1971 et dans les mois qui précèdent la fondation du ministère, il y a un certain nombre de travaux, je pense notamment au travail du sociologue Florian Chorvolin, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « L'invention de l'environnement en France », qui revient sur la constitution du ministère et sur ses premiers mois de fonctionnement. Et il souligne évidemment le rôle important de Serge Antoine, qui a été mentionné, et puis le rôle de toute une série de personnalités qui se retrouvent dans le milieu aménageur autour de la DATAR, et donc des personnes qui ont eu l'habitude de travailler avec Serge Antoine. Donc il y a un rôle essentiel de ces personnes qui ont déjà travaillé sur des grands projets d'aménagement au cours des années 60, sur des projets d'aménagement qu'on pourrait qualifier de prométhéens, et qui font le constat qu'il y a des critiques qui sont apportées à ces projets, portées par la société civile, qu'il y a aussi des limites qu'ils n'avaient pas, ou des impensés dans leurs projets, du fait d'un impact écologique qui n'avait pas toujours été anticipé, et qu'il y a donc la nécessité de porter un certain nombre de politiques qu'on va qualifier par la suite de protection de la nature, mais qui sont finalement des corrections des politiques d'aménagement qui avaient pu être portées au cours des années précédentes. Et ça, c'est un point important et peut-être une des contradictions qu'il y a dans l'invention de l'administration de l'environnement en France et dans la pensée de l'environnement de l'entourage de Georges Pompidou et de Georges Pompidou lui-même. C'est l'idée que les politiques de l'environnement sont d'abord des politiques correctrices de l'expansion économique, que ce soit l'expansion industrielle ou les grands projets d'aménagement du territoire. Donc ça marque profondément la fondation de l'administration de l'environnement, et ça marquera durablement aussi cette administration. Oui, Jean-François Sagliot, ce que notait Renaud Bécaud, donc c'est cette politique d'ajustement par rapport à une politique industrielle qui est quand même un des axes forts de la présidence de Georges Pompidou. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être ajouter sur le rôle de Georges Pompidou politiquement, ses arbitrages, où est-ce qu'il laissait faire, les budgets Là, vous me permettrez d'être un peu plus personnel. J'ai eu l'occasion de connaître personnellement, de très près et très profondément, le président de la République, Georges Pompidou. Bon, bien que ça n'apparaisse pas et que je n'en ai jamais parlé. Je peux vous dire que dans sa pensée,
il est clair que des choses étaient extrêmement bien structurées. Le développement industriel, la forme de développement de la société française, des choses qu'il aimait, qu'il n'aimait pas, qui étaient particulièrement bien structurées. Mais dans certains domaines dans lesquels sa pensée n'était pas figée, comme l'environnement, c'était Georges Pompidou écoutait. Il écoutait, il faisait confiance. Et il pouvait faire confiance à des uns et des autres avec des mentalités, des objectifs relativement différents. Sous une seule réserve, c'est que ces interlocuteurs soient véritablement portés par un objectif, portés par une morale. Et pour l'environnement, ça a été cela. Il n'était pas... Je me souviens, mon premier débat que j'ai eu avec lui sur la politique de l'eau en France, ça s'est terminé de son côté par... Ouais, tout ça c'est bien vaseux. Ben, si vous y croyez, on va essayer. D'accord, oui, tout à fait. Ouais, le souci d'efficacité. C'est tout, et confiance. Confiance dans les interlocuteurs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient écouter quelqu'un de prodigieux comme Serge Antoine, mais qui était aux antipodes de notre façon de réfléchir et de penser, ou quelqu'un comme moi qui était vraiment l'ingénieur complètement formaté. Très différent. Et ce ministère, alors, est-ce qu'il a, dans l'immédiat, est-ce qu'il a porté du fruit sur le plan législatif? Qu'est-ce que c'est devenu sur le plan... Vous voulez dire maintenant? Oui, les années qui ont suivi. Est-ce que ça a été long? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme... sur les réglementations, on va dessiner quelque chose. On peut sûrement dire des choses tous les deux. Alors, premièrement, le ministère, c'est quand même beaucoup affirmé, je veux dire, il faut quand même bien le dire, je veux dire, sur les 50 ans. Il s'est affirmé en structure parce qu'il a grossi en direction, il a grossi en budget et en personnel. Je dis toujours, et j'ai fait pour la Revue française d'administration publique un article commun avec l'actuel président de l'autorité environnementale qui est Philippe Le Danvic. Alors c'était intéressant parce qu'on a moi j'étais dans des cabinets de gauche près de François Mitterrand, lui dans des cabinets conseillers de Borloo, etc. Et on s'est complètement accordé sur le fait qu'il y a eu finalement très certainement 3 grandes périodes dans le ministère. Je serais curieux de savoir d'ailleurs ce que Jean-François en pense. La première, c'est évidemment la fondation, ça c'est clair. La deuxième, alors j'ai un peu de pudeur à dire ça parce que j'étais aux manettes, c'est le moment de Brice Lalonde. Alors pourquoi le moment de Brice Lalonde? C'est parce que Brice avait fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il avait convoqué le gouvernement entier dans un colloque où tout le monde était sommé de dire, ouvert d'ailleurs par Michel Rocard, le colloque, sommé de dire ce qu'il allait faire pour l'environnement. Et donc en fait, il avait bien compris que la transversalité était très importante parce que si au début du ministère, le ministère a gagné tous les arbitrages, après ça a été beaucoup plus difficile. Et moi, quand j'étais directrice de cabinet, j'avoue que j'ai eu le plaisir de gagner les arbitrages, mais à l'arraché, absolument, mais vraiment à l'arraché. Et il fallait mobiliser, alors là, non seulement Matignon, mais Hubert Védrine, en l'occurrence, le conseiller de la République et tout, et la ministre... après Lalonde, Ségolène Royal a eu exactement les mêmes problèmes et tout ça. Et c'est assez normal parce qu'au fur et à mesure que l'ampleur du sujet et l'ampleur des problèmes augmentaient, ils avaient évidemment un poids budgétaire, un poids fiscal, et ça a été très très important, et un poids d'arbitrage très très compliqué entre construire, aménager et protéger. Donc ça a été la deuxième période. La troisième période, ça a été sans aucun doute le Grenelle de l'environnement, où justement cette idée de transversalité a repris. Et là, on peut dire que tout le monde a été convoqué pour faire un Grenelle, etc., sous la houlette de Jean-Louis Borloo. Il aurait pu y avoir une quatrième époque. Moi, je l'attendais avec Nicolas Hulot. Et pour des motifs qui ne tiennent pas du tout aux conditions de départ de Nicolas Hulot, parce que je considère que ça précédait, cette quatrième période n'a pas eu lieu. Et elle n'a pas eu lieu sans doute parce que l'acceptabilité de Nicolas Hulot au sein du gouvernement
n'a pas été forte, en fait. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que Édouard Philippe n'était pas très porté sur l'écologie, il faut bien le dire. Je veux dire, il comprend les problèmes, enfin, c'était pas quelqu'un de très porté. Et donc, à partir du moment où vous avez... Et d'autre part, troisième raison, le président de la République, à cause du fait que Trump s'est retiré de l'accord de Paris, a été porté tout de suite sur les aspects internationaux de l'environnement. Et du coup, l'aspect interne a piétiné, évidemment, tout le sujet, mais nous enregistrons cette émission à un moment où nous ne savons pas encore. Tout le sujet, c'est de savoir si la 4e période va être incarnée ou non par une nouvelle structure ministérielle. Oui, tout à fait. Et Jean-François Saglio, vous avez eu de nombreuses fonctions pendant ces années 80-90. Comment vous voyez un petit peu cette évolution? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu 3 grandes époques? Écoutez, à la vérité, à partir des années 80-90, je me suis écarté de l'administration. Oui. J'ai commencé à faire mon boulot, à gagner ma vie, bien sûr. Et à gagner ma vie à l'extérieur de l'administration. Oui, mais vous pouvez avoir un regard, justement, dans le privé, justement. Mettons, si vous voulez, que l'impression que j'ai eue du ministère, c'est effectivement une structuration beaucoup plus claire sur ses missions, sur ce qu'il devait faire. En même temps, je dirais la disparition de l'enthousiasme. Il n'y avait plus d'enthousiasme dans l'activité de l'administration. Est-ce que les batailles étaient derrière nous? Est-ce qu'on risquait de les perdre? Enfin, je ne sais pas quelles étaient les raisons. En tout cas, c'est ce que je vivais. Comment est-ce que je vois ces 3 phases? Moi, je crois que vous avez profondément raison dans votre analyse des différentes phases et des différentes raisons du développement du ministère. Maintenant, ce que je vois dans le ministère, c'est que c'est devenu un ministère comme les autres. Un ministère comme les autres, d'une certaine manière. Et ça, pour tous ceux qui ont participé au premier développement, c'est un véritable crève-cœur, à la vérité. C'est un véritable crève-cœur. Ce n'est plus une administration de mission, alors que c'est une mission Avant, capitale. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Mais qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Vous n'avez pas d'idée. Quand on montait des coups, c'était des coups incroyables. Je me souviens sur la pollution des plages, le coup abominable que j'ai fait au gouvernement en lâchant toutes les analyses qu'on avait sur la pollution des plages en France. Et ceci, 1 mois avant les vacances. Vous imaginez le résultat? D'où les pavillons bleus. J'ai vraiment cru que j'y passais. Mais je vous garantis que ça a changé les choses. Et que du jour au lendemain, les crédits pour faire des stations d'épuration et faire un assainissement convenable au bord de la mer ont été multipliés par 10. Et qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Naturellement, le ministre n'en savait rien. Ouais. Alors Renaud Bécaud, est-ce que vous, en tant qu'historien, vous avez certainement un regard un peu plus pondéré sur cette évolution. Alors sur le plan, le ministère, le plan peut-être législatif, voir les évolutions notables, est-ce qu'il y a des jalons, est-ce qu'il y a eu des marqueurs forts, et puis reparler aussi de la société civile, qui est quand même l'opinion publique, qui a un poids de plus en plus grand, qu'il y en avait un, vous l'avez souligné tout à l'heure, cette transformation de la société, le contexte du discours de Chicago, le contexte américain, donc de la société entre guillemets occidentale. Donc est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu tout ça de manière complexe peut-être? Oui, alors sur les premières années de fondation du ministère, mais ça vous pourriez en parler aussi Jean-François Saglio, je pense que les premières années, c'est peut-être un paradoxe aussi, c'est que pendant la présidence Pompidou, un certain nombre de lois qui vont devenir le socle du droit de l'environnement sont mises en chantier, mais elles n'aboutissent pas pendant la période de la présidence de Georges Pompidou. Les grandes lois qu'on retient fréquemment comme socle du droit de l'environnement, c'est notamment les 2 lois de l'été 1976 sur la protection de la nature d'une part et l'installation classée pour la protection de l'environnement d'autre part. Et toutes ces lois, elles ont été préparées pendant plusieurs années. Ces lois, elles sont importantes parce que ça fonde le droit de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement nouvelles non plus, puisque notamment sur les installations classées pour la protection de l'environnement, il y a une loi qui existait, un corpus juridique en tout cas, qui existait depuis 1810, avec le décret napoléonien sur les installations incommodes et insalubres, ateliers accommodes et insalubres à l'époque. Et ce décret-là donc, est transformé en 1917 une première fois, puis en 1976. Néanmoins, la philosophie de fond reste inchangée. Par contre, ce qui est important à souligner avec cette loi, c'est qu'elle apporte des moyens nouveaux, des outils juridiques et administratifs nouveaux, en particulier le fait qu'on institue pour la première fois un corps d'inspection dédié aux installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui va renforcer en partie l'efficacité de cette loi. Néanmoins,
et j'insiste quand même sur ce point-là, la philosophie de fond ne reste pas changée. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'historiens ont montré que le décret de 1810 avait pour objectif d'abord de protéger les industriels contre les plaintes qui pouvaient émaner des riverains, et on reste dans cette logique-là en 1976. Il y a d'autres lois, au-delà de ces deux grandes lois de l'été 1976 qui sont adoptées, qui sont mises en chantier, qui vont être fondatrices aussi pour les structures de l'administration de l'environnement en France, pas simplement pour le ministère, mais aussi pour la création d'une série d'agences. Et pour ne prendre qu'un exemple, on peut penser au fait que dès 1971 est commandé un rapport sur l'aménagement du littoral et la protection du littoral, ce qui s'appellera le rapport Picard du nom de son rapporteur, qui anticipe la fondation d'une agence qui deviendra le Conservatoire du littoral avec l'adoption de la loi de 1975. Donc toutes ces lois-là, qui sont devenues vraiment symboliques pour les politiques de l'environnement, elles sont mises en chantier sous le mandat de Georges Pompidou et elles aboutissent un petit peu plus tard. Pour en venir à la société civile, toutes ces lois-là, elles se font en relation beaucoup avec des protestations qui peuvent émaner de la société civile ou des propositions qui peuvent émaner de la société civile. Et ces lois-là, ce qui est intéressant aussi à souligner, en particulier dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est qu'elles intègrent le fait qu'elles vont créer un corpus juridique qui va pouvoir évoluer en intégrant un certain nombre de critiques qui viendraient de la société civile. Il y a en particulier l'idée que lorsque des préfets autorisent la création d'industries nouvelles suite à des demandes industrielles dans les départements, si les autorisations des préfets n'encadrent pas suffisamment les risques ou les pollutions qui vont émaner de ces industries, les associations environnementales ou les associations de riverains auront la possibilité d'un recours juridique devant le tribunal administratif. C'est quelque chose qui est pensé dans la préparation de la loi, qui va être pensé également à la suite de l'adoption de la loi par l'administration de l'environnement industriel, qui va pouvoir former aussi un certain nombre de militants de l'environnement pour engager des procédures judiciaires qui vont permettre progressivement une meilleure application de cette loi-là. Et donc c'est un point qui me semble assez important dans ces politiques de l'environnement des années 70, le fait qu'elles intègrent l'idée que les associations ou des militants issus de la société civile pourraient ponctuellement, sur certains objectifs, être des alliés de l'administration dans l'application de ces lois. Oui, alors j'aimerais terminer peut-être sur ce point. C'est donc la place de cette société civile, de l'opinion publique. Alors au début des années 70, c'est quand même en ébullition. L'écologie politique naissante, etc. Et puis le débat public est quand même très... Est-ce que depuis toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, quelle est la place de cette société civile? Elle a évolué, évidemment, l'opinion a évolué. Il y a l'opinion publique internationale aussi. Alors donc j'aimerais qu'on termine un petit peu sur un panorama sur ce rapport société et évolution réglementaire, législative au niveau français, mais peut-être quand même dire deux mots de l'Europe quand même, parce qu'on a fait un ministère de l'Environnement à l'époque. Georges Pompidou a lancé des programmes au niveau européen, mais enfin l'environnement c'était peut-être compliqué vu qu'on amorçait seulement les choses. Donc voilà, est-ce que chacun d'entre vous aurait, Bettina Laville peut-être, une vision là, sur cette évolution et ce rapport entre les politiques, les lois qui sont... Je ne sais pas si j'ai une vision, mais j'ai des avis en tout cas. Alors la première chose, c'est que on oublie que 70, c'était 2 ans après 68, et que l'écologie a été un ferment de 1968 très important, avec en plus une pensée écologique. Je pense évidemment à Serge Moscovici, qui a nourri complètement 72, Stockholm et tout, avec l'interrogation sur l'idée de progrès et aussi la notion de limite, qui d'ailleurs, je trouve, fait référence à ce que Jean-François appelle la morale, en l'occurrence, ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété, finalement, avec ce triangle. Bon. Et donc, en fait, les associations n'étaient pas construites, sauf que quand même si, je veux dire... tout ce qui était l'association de protection de la nature, il y en avait quand même déjà énormément en France, et elles ont été à la fois l'aiguillon du ministère et le ferment du ministère, parce que les associations ont été assez vite intégrées et soufflaient les petites plaisanteries que Jean-François raconte
quand il les exerçait en tant que haut fonctionnaire. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, alors il y a eu un mouvement associatif puissant, très structuré. Il y a eu effectivement la structuration de l'écologie politique, qui à mon avis est complètement mise en question aujourd'hui. Enfin, là, on est à un très très grand tournant, parce qu'à partir du moment où l'écologie politique incarnée par les Verts fait un score, alors que c'était vraiment leur année, et portée par un autre candidat qui ne s'inscrit pas, qui a des mesures environnementales qu'on peut aimer ou pas, mais qui ne s'inscrit pas dans la grande tradition écologiste, si vous voulez, qu'elle soit de gauche ou droite d'ailleurs, je veux dire. Eh bien, il est évident que là, moi, je pense qu'il y a un tournant très important, plus ce que Hubert Védrine appelle aujourd'hui l'écologisation du monde, en fait, c'est-à-dire, en fait, que tout le monde s'en occupe. Il y a deux choses que je voudrais, moi, souligner, c'est que dans toutes ces années-là, création du ministère, jusqu'en clair pour le grand public, 1990, la préparation de la conférence de La Haye, le mot que tout le monde assimile aujourd'hui aux problèmes environnementaux, c'est-à-dire le climat, est absent. Parce que les problèmes climatiques, ils sont présents, ils commencent à être présents chez les scientifiques, mais balbutiants. Et donc, on commence à s'occuper du climat au niveau de l'administration en 1990. Avant, on s'occupait des pollutions, ce qui n'a strictement rien à voir, même si évidemment l'effet de serre amène des pollutions, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, ce que je trouve le plus frappant aujourd'hui, à côté du milieu associatif, mais pas du tout déconnecté, au contraire, puisque c'est eux qui portent devant les tribunaux, c'est la judiciarisation de l'environnement, avec tout ce qu'on sait, avec tous les arrêts sur le climat, etc. Et ça, c'est un tournant absolument énorme, parce qu'il y a une revendication sur ce qu'on appelle... vous l'appelez la morale, aujourd'hui l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique environnementale et les droits, en fait, si vous voulez, que ce que 92 disait à la conférence de Rio, le droit à l'environnement, ce que notre Constitution dit, droit à l'environnement sain, maintenant, l'opinion publique veut que ça soit appliqué. Et c'est quand même ça le grand tournant. D'accord. Jean-François Saglio, comment vous voyez toutes ces années sur le plan de l'évolution de... Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Bettina. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, je ne vois pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. Je ne ferai que paraphraser. D'accord. Bon, très bien. Renaud Bécaud, est-ce qu'il y a ce tournant sur le bilan climatique dans l'appréciation des enjeux et la globalisation, l'interconnexion du défi environnemental? Vous citiez Hubert Védrine. Bon, il y a évidemment aussi l'Internet, les réseaux sociaux qui favorisent l'émergence de cette opinion publique mondiale autour de l'environnement. Oui. Oui, il y a évidemment un tournant avec l'émergence de la question climatique et le fait que ça devienne un objet de mobilisation pour des franges de plus en plus importantes de la population. Après, un point qui me semble important à souligner dans les façons dont la société civile a pu se mobiliser sur les questions d'environnement depuis le début des années 70, c'est quelque chose qui s'inscrit un peu en décalage entre notre période actuelle et le moment d'invention du ministère de l'Environnement et ce début des années 70, c'est qu'à l'époque, dans la mesure où on est dans un moment d'indécision, d'indéfinition sur ce qu'est précisément l'environnement, ce que recouvre ce terme, quel type de politique ça désigne, eh bien on a toute une série d'acteurs dans la société civile qui peuvent s'emparer de ce terme-là en l'investissant de manière très différente. Et donc par exemple, les organisations syndicales de salariés qui ont une centralité beaucoup plus importante à l'époque qu'elles ne l'ont aujourd'hui dans la façon dont s'organisent les débats sur la vie économique et sur la vie politique, eh bien, elles investissent un certain nombre de questions environnementales au début des années 70, c'est quelque chose qu'on a assez largement oublié, mais elles investissent ces réflexions environnementales à partir de la notion de cadre de vie. Et la notion de cadre de vie, au tournant des années 60 et 70, c'est une notion qui fait un lien entre le mouvement syndical, entre des associations de riverains, entre des associations populaires familiales et entre toute une série d'organisations qui se reconnaissent dans les mouvements sociaux de l'époque. Et Georges Pompidou, dans son discours, on passe de nature à environnement, donc
le cadre et la question climatique et ses enjeux scientifiques, cette évaluation de la menace environnementale. Donc on a un petit peu aussi cette dimension espace de vie, lieu de vie, qui est dans le discours de Pompidou au début. Voilà, il a une expérience de la nature personnelle, du Cantal, etc., une certaine vision d'espace pour vivre. Il parle de la cité, il parle de la forêt, il cite la cité antique, etc. dans son discours. Et donc il y a effectivement ce croisement entre nature, environnement. Voilà. Oui, si je souligne ce point, c'est aussi parce que si on revient au discours de Chicago, par exemple, pour reprendre les textes de Pompidou, il insiste sur le fait qu'il y aurait eu un progrès pour l'ensemble de l'humanité, progrès scientifique et technique, qui aurait amené davantage de bienfaits, que ce progrès serait en crise pour l'ensemble de l'humanité. Mais il y a toujours l'idée d'une homogénéité de l'impact du progrès, qu'il soit négatif ou positif, sur l'ensemble de l'humanité. C'est quelque chose qui est contredit dans la notion de cadre de vie telle que la portent les organisations syndicales au début des années 70. Il y a l'idée que les impacts écologiques ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des groupes sociaux. Et donc là, c'est quelque chose qui fait clivage, très clairement, entre la façon dont Georges Pompidou peut penser les questions d'environnement au début des années 70 et dont des organisations syndicales ou d'autres organisations des mouvements sociaux vont penser les questions environnementales. C'est l'impact différencié selon les groupes sociaux l'impact écologique différencié selon les groupes sociaux de tel ou tel projet d'aménagement du territoire, de tel ou tel projet d'aménagement industriel, etc. Donc ça, c'est un point de décalage important, puisque avec l'institutionnalisation de l'environnement au cours des années 70, ces formes d'indéfinition de l'environnement qui permettaient à des désaccords de s'exprimer beaucoup plus vivement se sont partiellement atténuées, pas complètement, puisqu'évidemment il y a toute une série de conflits portés par des mouvements écologistes au cours des années 70, mais qui vont davantage s'accorder sur ce qu'on définit par le terme d'environnement. Oui, d'accord. Bon, écoutez, ce que je note dans tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a quand même eu, donc, en ce début des années 70, ces années 70, une ébullition sociale, culturelle, et une certaine plasticité de ce qu'est l'environnement et comment il doit être abordé, et qui est concerné, comment le traiter sur le plan législatif, politique, administratif, qui au fond fait qu'on a une sorte quand même de rencontre entre la société civile, avec ce qu'elle en sait à ce moment-là et d'où elle vient, la question de protection de la nature, son environnement de travail, etc. Et les débats plus techniques, les questions internationales, ce que les États sont en train d'enclencher aux États-Unis et ailleurs. Et dans ce contexte-là, ce que Pompidou essaie de faire ou essaie d'engager. Donc je pense que par rapport à des évolutions ultérieures, on a quand même une espèce de jeunesse comme ça et aussi d'une société civile et d'opinion en fait très vivante avec des opinions, des points de vue politiques contradictoires. Et bon, l'État essaye tant bien que mal de canaliser, en tout cas de donner une traduction concrète à tout cela. Oui, Jean-François. Je voudrais dire à quel point je suis d'accord avec vous. Vraiment, il faut se remettre dans la tête la situation que nous connaissions à l'époque en France, dans les années 60, et qui, je dirais, est arrivé à un point d'équilibre, ou en tout cas à un point d'organisation acceptable dans les années milieu 70, il n'y avait rien. Mais quand on a commencé, il n'y avait rigoureusement rien. Il a fallu tout organiser, tout mettre en place. Alors, c'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien. En tout cas, il y avait une base. Après, on pouvait on vit dessus, commencer à l'organiser. On vit encore dessus. Alors, moi, je suis témoin de ça. Moi, j'ai pris dirigé le ministère 20 ans après. On vivait dessus et on vit encore sur cette organisation. Aujourd'hui, la grosse interrogation, c'est le climat. Voilà. Et donc ça change tout, en fait, si vous voulez. Mais sur cette organisation, ces fondements et cette pensée, on vit dessus. D'accord, oui. Je pense qu'on peut peut-être terminer sur ce mot. Renaud Bécaud, vous partagez un petit peu quand même en tant qu'historien Oui, bien sûr. Oui. Enfin, l'idée que les lois fondatrices pour ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'environnement ont été mises en place en chantier dans les années 70, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est crucial et c'est probablement un point central de l'héritage du premier moment du ministère de l'Environnement. Bon, écoutez, je vous remercie bien tous les trois pour cet échange extrêmement intéressant, constructif, qui mérite
certainement encore d'autres débats. Nous nous retrouvons, j'espère, très bientôt, mais nous nous retrouvons de toute façon pour un prochain rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.